Afrique de l'Ouest. Et je me présente d'abord, je m'appelle Jean-René. Je travaille pour PayPal, mais depuis le dernier 2 mois, je suis avec Andy en tant que volontariat. L'équipe Andy Afrique de l'Ouest a passé du temps aussitôt que j'étais arrivé ici. Ils avaient déjà commencé à préparer, à travailler pour avoir ce qu'on espère sera une merveilleuse expérience pour vous. Ils avaient commencé à discuter et planifier cette conférence. Elle était planifiée pour tout l'écosystème des entrepreneurs dans l'Afrique de l'Ouest. Parmi eux, tous ceux qui offrent les services essentiels de soutien financier, éducatif et commercial aux petites entreprises et en croissance. Aussi, tout le monde donc qui partage la conviction que tous les efforts que vous faites vont créer des emplois et stimuler la croissance économique à long terme et produire des bénéfices au niveau social et environnemental. Pour garder la conférence assez précis et concis, cette conférence sera basée aux trois domaines principaux. Donc, l'égalité entre les sexes, le travail décent et croissance économique, changement climatique et préservation de l'environnement. Nous tenons également à remercier chaleureusement le soutien apporté par nos sponsors, CIP, Center for International Private Enterprise, et Creative Métiers. Ils continuent de nous soutenir et ainsi de contribuer à nous permettre de vous offrir tous une plateforme sur laquelle on peut avoir des conversations importantes et constructives que nous espérons que vous allez tous avoir à la longue de cette conférence. Je vous donne juste l'ordre du jour. On a, pour commencer, l'adresse de bienvenue et qui sera suivie par la première plénière d'ouverture qui va se baser pour plaidoyer et combler les lacunes en matière d'investissement et de démarrage pour des petites entreprises en croissance, donc les PEC. Il y aura une présentation du rapport par Gali, qui va se baser sur la question est-ce que l'accélération fonctionne. Après ça, on va avoir des micro-discussions qui parlera à propos des défis principaux et les solutions du secteur PEC. Cette discussion sera menée par CIP, Center of International and Private Enterprise. Et après, nous allons avoir les séances en petits groupes. Le premier tour pour aujourd'hui, qui sera divisé en 3 et nous allons choisir tous le lien à suivre pour aller dans la chambre où ils vont parler ils vont voir les discussions qui nous intéressent. Après cela, on va voir de réseautage rapide et qui après, pour finir l'avant-midi, le programme du matin, au moins le programme en français, on va voir la plénière de clôture. Et puis, maintenant, je vais... je ne sais pas combien de personnes on a déjà dans le... qui sont là. On a 25 personnes.
avant qu'on entre qu'on commence avec la conférence, j'aimerais d'abord faire un petit exercice qui va nous permettre aussi d'attendre que beaucoup d'autres participants vont nous joindre. OK. Je vais vous demander pendant 40 secondes de vous mettre, tous hors de mute, donc de mettre le son. Et je vais prendre un stylo, un papier et je vais noter. Vous allez tous parler ensemble sans problème, de dire pendant 40 secondes toutes les choses que vous voyez autour de vous. On peut dire écran ou toutes les choses que vous voyez autour de vous. Ça va nous permettre de nous mettre bien dans le présent pour qu'on commence la conférence. Donc, si on attend ici. Ouais. Donc là, vous avez 40 secondes, s'il vous plaît. Allez-y tous. Téléphone, ordinateur, livre, bibliothèque, cahier, stylo, RAM, essuie-tout, désinfectant main, gel-main, produit de nettoyage d'écran, verre d'eau, bouteille d'eau, divan, bureau, porte, rideau, extérieur. Ah non, oui, à l'extérieur, les fleurs, tout ça. Le jardin. Vidéoprojecteur, appli, placard de rangement. La table de billard, moi j'ai une table de billard ici et puis un baby foot. Ça sont lui, hein. OK, très bien, 40 secondes. OK, les derniers là que j'ai attendus, c'était table billard et table de baby foot. J'aimerais bien être là à vos côtés, mais on en parlera plus tard. Oui, donc j'ai attendu, je ne sais pas si j'ai mal attendu, mais j'ai entendu une chaussette. J'espère que vous allez trouver la deuxième parce que sinon, ça serait un problème. J'ai attendu, il y a quelqu'un qui a dit un chat parce qu'on peut vous demander de le prendre et de l'amener aux caméras, mais je ne pense pas qu'ils aiment, qu'ils vont accepter, ils ne sont pas faits comme ça. Mais si on voit à chaque moment des lettres illisibles dans le chat, on va savoir qu'il est assis sur votre clavier. Hein? Et puis le reste, j'ai attendu un verre d'eau et puis un café. Donc là, je vais dire santé à vous tous. Je vais vous souhaiter une très bonne conférence, une extraordinaire conférence. J'espère qu'elle sera fructueuse. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Awa qui vous expliquera des exigences techniques et de cette conférence et vous présentera notre premier orateur. Awa, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci, Jean. Très bien, merci beaucoup. Ouais, à vous. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la conférence. Donc, je me présente, je m'appelle Awa Aline Daphé et je représente Andé en tant que consultante en Afrique de l'Ouest, francophone. Et je suis aussi la fondatrice d'une organisation qui s'appelle STEM Tastic et qui évolue dans l'éducation des STEM chez les enfants entre 5 et 18 ans. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et nous avons hâte de commencer les séances de discussion informatives. Donc, je vais vous rappeler les règles de la conférence virtuelle. Donc, mettez votre micro en mute et afin de ne pas interférer avec le son de chacun. Et si vous avez des questions ou quelque chose à dire, vous pouvez utiliser soit la fonction lever la main ou vous pouvez envoyer un message dans la boîte de discussion. Et si vous voulez aussi activer votre vidéo, si bien sûr le réseau vous le permet,
Et surtout, n'oubliez pas de vous engager sur les réseaux sociaux en mentionnant Andé West Africa et en hashtag Andé WA 2021. Alors, je vais passer la parole à M. Ibrahim Abba, qui est le fondateur d'Enterprise Value Accelerator au Sénégal et qui est le membre du comité de pilotage d'Andé Afrique de l'Ouest. Monsieur Ibrahim Abba, je vous donne la parole. Merci bien, Awa. Tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous portez tous bien, ainsi que vos proches, durant ces moments difficiles. Je tiens tout d'abord à remercier Andy de m'avoir donné l'immense honneur et privilège de vous faire part de quelques mots introductifs à cette conférence. Je souhaite également féliciter Andy et l'ensemble de ses partenaires pour cette belle initiative de regrouper des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial en Afrique de l'Ouest. Je félicite également les structures d'appui et d'encadrement qui sont là, qui ont fait preuve de beaucoup de résilience, de persévérance et d'engagement durant ces moments difficiles. Également, remercier et féliciter, bien sûr, les entrepreneurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ici. Également pour leur persévérance, leur engagement, leur résilience, également dans ce contexte très difficile. Alors, merci et félicitations à tous. Je voulais commencer ces mots introductifs également par vous faire part vraiment déjà de ma gratitude et également dans ce contexte difficile, comme vous le savez, plus que jamais, les entrepreneurs, leur micro nous tous, philanthropes, bailleurs bilatéraux, multilatéraux, pour que nous puissions les accompagner pour la survie, la croissance de leurs entreprises. Et pour cela, nous devons continuer à être persévérants. Nous devons continuer à innover avec de nouveaux outils, de nouveaux services d'accompagnement qui soient pertinents, efficaces, efficients, impactants et durables. Ce sera extrêmement important. Il sera important pour nous, je pense, de capitaliser davantage sur le numérique. Aujourd'hui, le numérique nous offre, est une nécessité, on l'a vu avec la pandémie. Avant la pandémie, beaucoup ne savaient pas qu'on pouvait travailler à distance. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire qu'on ne peut pas travailler à distance, qu'on ne peut pas tenir des réunions à distance, qu'on ne peut pas collaborer à distance, qu'on ne peut pas être efficace en travaillant à distance et qu'on ne peut pas accompagner les entrepreneurs à distance. Aujourd'hui, le digital offre d'énormes opportunités pour les structures d'appui et d'encadrement de collaborer davantage, d'abord entre elles, de pouvoir atteindre et accompagner plus d'entrepreneurs, de le faire avec efficience, à moindre coût. Et ça, c'est une belle opportunité, je pense, pour nous tous. Et également une belle opportunité pour faciliter les connexions entre les entrepreneurs que nous accompagnons. Ceci, je pense, va être déterminant dans le futur. Comment les structures d'appui et d'encadrement pourront faciliter le partage, les échanges, les relations d'affaires entre entrepreneurs du continent. Pour cela, je pense que nous devons être plus solidaires. Je pense qu'il sera important de voir comment créer un vrai écosystème d'appui et d'encadrement d'entreprises en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, privés, publics, à but non lucratif,
Aujourd'hui, beaucoup ne se connaissent pas déjà. La plupart ne collaborent pas ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une belle opportunité à travers, entre autres, la plateforme que nous offre Andy, à travers les outils digitaux, de mieux nous connaître, d'interagir davantage, de partager nos expériences, de partager les enseignements que nous avons tirés de nos activités, de collaborer, de développer des projets et des programmes d'accompagnement ensemble, au-delà des programmes nationaux, mais des programmes régionaux d'accompagnement d'entrepreneurs. Une belle opportunité, je pense, pour nous également de voir comment on peut faire en sorte, encore une fois, que les entrepreneurs que nous accompagnons puissent collaborer davantage. Dans ce contexte également assez particulier, je saisis cette occasion pour appeler Andy, les philanthropes qui sont peut-être parmi nous, des bailleurs bilatéraux ou multilatéraux qui sont peut-être également parmi nous, de continuer à être à l'écoute des besoins des structures d'appui et d'encadrement, d'être à l'écoute des besoins des entrepreneurs. On sait que chaque structure a ses objectifs particuliers, ses priorités particulières, mais il sera important également qu'on ne perde pas de vue les priorités, les besoins des entrepreneurs et des structures d'appui et d'encadrement. Aujourd'hui, pour cela, il sera important qu'on puisse mettre en place, je pense, des outils, des mécanismes pour mieux comprendre les besoins qui évoluent perpétuellement des entrepreneurs et de l'écosystème entrepreneurial et qu'on continue à être innovant dans la recherche de solutions. Parce que les solutions, on ne les a pas toutes encore, hein. Beaucoup reste à trouver. Et je suis persuadé qu'à travers le partage d'expériences, à travers les échanges, les discussions, nous pourrons ensemble trouver des solutions pertinentes, efficaces, efficientes, impactantes et durables aux défis aujourd'hui des entrepreneurs et de l'écosystème entrepreneurial. Alors, sans plus tarder, je vais déjà, j'espère que la conférence nous permettra à nous tous de nous enrichir avec de nouvelles connaissances. Ça sera une belle opportunité pour nous d'apprendre des uns des autres. J'espère que ça sera une belle opportunité de mieux nous connaître, de tisser des relations et éventuellement à l'avenir de collaborer ensemble. Alors, sans plus tarder, je tiens à vous souhaiter à tous une fructueuse et agréable conférence et vous remercie pour votre précieuse attention. Merci. Awa, je vous retourne la parole ou Jean-René? Oui, merci beaucoup, Ibrahim Abba. Je vous remercie pour cette message d'encouragement et de sensibilisation de l'écosystème pour persévérer pendant cette période qui est difficile pour tout le monde. Merci beaucoup et c'est un honneur de vous avoir avec nous. Alors, nous allons maintenant commencer avec notre plénière d'ouverture qui sera basée sur comment plaidoyer pour combler les lacunes en matière d'investissement de démarrage pour les petites entreprises en croissance. Cette discussion sera animée par Dominique Owikesa de l'appui au développement autonome, ADA. Alors, Dominique, si vous êtes là, bonjour. Bonjour Jean-René, bonjour à tous, bienvenue à la conférence.
Bonjour Dominique. Je vous laisse le temps de vous introduire, de présenter aussi votre panel et puis nous lancer dans votre discussion, s'il vous plaît. D'accord, merci. J'espère que tout le monde est connecté, parce qu'on avait des problèmes, des soucis de connexion en Afrique de l'Ouest, mais je sais que Zégué et Tidiane sont là. Donc, je me présente entre-temps. Je suis Dominique Owekissa et je travaille pour ADA, qui est l'appui au développement autonome, une association basée au Luxembourg. Nous travaillons surtout dans l'inclusion financière. Nous accompagnons les associations de microfinance, les associations de microfinance et aussi les ministères et les gouvernements pour mettre en place des outils de pouvoir inclure les populations, surtout défavorisées, dans le système financier. Aujourd'hui, je serai avec Tidiane Ball. Tidiane, tu es connectée? Bonjour. Merci Tidiane. Et aussi Traoré, Naraman. Traoré, bonjour. Bonjour, Monsieur Dominique. D'accord. Et puis, enfin, on sera avec Rudolf. Bonjour. Voilà. Donc, avant de vous donner peut-être la possibilité de vous présenter, je présente en détail le panel d'aujourd'hui, qui fait aussi un des objectifs de la conférence. Encore une fois, bienvenue à tous. Je fais aussi partie du comité de pilotage en Afrique de l'Ouest et donc c'est un des soucis que nous avons dans les pays en Afrique francophone de pouvoir avoir des investisseurs qui accompagnent les entrepreneurs et notamment les investisseurs qui sont là. On a des entrepreneurs qui, en général, au-delà de 100 000, tu as un intéressement des investisseurs parce que le ticket est assez grand pour, on va dire, permettre à ces investisseurs de pouvoir déployer leurs services dans ces pays. Et donc, l'accès au financement continue donc de menacer les entrepreneurs en croissant surtout. Et quand c'est l'accès ou l'investissement est en moins de 50 000 €, 50 000 $, ça devient plus compliqué. Donc, les défis d'accès au financement persistent pour ce type d'entrepreneurs. Et tandis que certains entrepreneurs cherchent à accéder à des investissements plus petits, comment alors aujourd'hui on va faire? En tout cas, on essaie de pouvoir adapter et apporter des solutions à l'écosystème, à l'entrepreneur, de pouvoir aider ces jeunes entrepreneurs à accéder au capital. Donc, avec le panel que j'ai aujourd'hui, nous allons discuter, non pas pour apporter des solutions ready-made, mais vraiment apporter notre contribution à tout le monde. Et on espère aussi que vous allez participer et nous donner vos feedbacks. Je laisse Traoré se présenter. Traoré? Oui, Dominique? Oui, une brève présentation de vos activités, s'il vous plaît. Ok, merci M. Dominique, merci à tout le monde. Moi, c'est Draman Traoré. Je suis gestionnaire de formation et maître formateur dans la chaîne de valeur Anacarde. Je suis le gérant de l'entreprise Zégué Agro. Zégué Agro, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation des produits agricoles. Donc, notre principal produit, c'est la noix de cajou. En dehors de la transformation, nous faisons des accompagnements des exploitants agricoles et encore, nous faisons des formations, des coopératives, la mise en place des coopératives agricoles. Donc, nous sommes vraiment dans le domaine agricole. Voilà. Merci beaucoup. Tidiane, brève présentation aussi. Allô, Tidiane. Je pense qu'on l'a perdu. Rudolf, entre-temps, pour juste faire un suivi avec Tidiane. Merci. Bonjour, je suis Rudolf Saint-Jean. Je suis ingénieur de formation. J'ai également des maîtrises en système d'information et en gestion. Je suis couramment le directeur général d'une petite firme de service conseil. Je travaille dans le secteur du développement depuis plus de 4-5 ans.
plus récemment, j'étais chef de projet avec le Millennium Challenge Corporation, où nous avons travaillé sur les investissements en Afrique de l'Ouest aux petites entreprises. Donc, maintenant, je travaille avec cette firme de service conseil. Nous travaillons sur des projets de développement urbain, des gestion de projets et des conseils sur le développement économique. Merci. Merci Rudolf. Je vois Tidiane en ligne. Est-ce que Tidiane, tu nous entends? Je vois que ton micro est en mute. Peut-être que... Oui, je vous entends. Bonjour. Voilà, représentation s'il te plaît. Ok, moi c'est Tidiane Bal. Je suis le fondateur et directeur de l'incubateur Donilab au Mali. On existe depuis 2015 et on travaille avec ADA depuis 2018. Merci à tous. Donc, pour rappel, on a un incubateur sur le panel, on a un entrepreneur, mais aussi on a un accompagnateur. Et ma première question va aller à l'entrepreneur, à toi Traoré. Toi qui es entrepreneur au Mali depuis quelques années, quelles sont les difficultés que tu as eu d'abord à faire financer à ton entreprise et comment tu as pu accéder au crédit finalement, soit par les banques ou par les investisseurs ou alors des fonds propres, et quel a été le rôle de l'incubateur pour accéder au financement? Ok, merci M. Dominique. En fait, Zégué Agro, c'est une entreprise individuelle qui a débuté en 2013. Et quand nous avons commencé, on avait vraiment eu des difficultés, mais nous avons pu faire des petits financements, c'est-à-dire que nous avons préparé un peu de fonds. Moi, j'ai commencé avec 200 000 francs. Donc, de 2013 jusqu'à 2017, on n'a pas pu vraiment avoir de financement. On avait vraiment un besoin, mais on avait vraiment un sérieux problème d'avoir un fonds. Et là, c'est jusqu'en 2017, avec un projet, on a eu un financement de 3 500 000. Et après, cette année 2021, avec l'incubateur Donilab, et qui nous ont facilité vraiment à avoir un fonds avec ADA. Et c'est ce financement réellement qui est le gros financement qu'on a eu depuis qu'on a débuté depuis 2013. Vous voyez déjà, on a eu vraiment des grosses difficultés parce que dans notre domaine, c'est des financements réellement qu'on a besoin parce que c'est des équipements un peu lourds qu'on a besoin en fait, d'améliorer les procédures de notre transformation. Et cette année, avec Donilab, c'est eux qui vraiment nous ont facilité l'acquisition de ce financement. On a eu un fonds d'environ 9 200 000 qui va nous permettre réellement d'augmenter non seulement la capacité de nos productions, mais aussi d'améliorer notre produit. Et déjà, c'est en cours. Et aujourd'hui, nous estimons quand même augmenter notre chiffre d'affaires avec l'amélioration non seulement de la production et encore de la qualité du produit. Donc, généralement, chez nous, c'est très, très difficile pour les petites entreprises vraiment d'avoir un fonds. Et sans les incubateurs aujourd'hui, moi, je croyais qu'on n'allait même pas avoir un fonds parce que souvent, avec les banques, c'est très, très, très difficile. Et souvent, ils nous demandent des garanties qui sont hors normes ou bien qui ne sont pas à la portée des PME. Donc, vous savez, la réalité en Afrique, seulement, particulièrement au Mali, c'est des choses qui sont souvent difficiles pour les jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, Dieu merci, avec l'incubateur, avec les fonds ADA, et nous avons pu déjà mettre quelque chose qui, on croit que dans une année déjà, va porter beaucoup de fruits. Voilà. Merci beaucoup, Traoré, de ce partage d'expérience. Alors, je reviens vers Tidiane, qui accompagne l'entrepreneur. Donc, aujourd'hui, Traoré dit, voilà, sans l'incubateur, on n'aurait pas eu accès au financement. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous apportez d'innovant et qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée à l'entrepreneur? Quels sont les outils de financement que vous leur proposez et comment vous faites l'accompagnement? Tidiane, on n'a pas le son, ton son est coupé, donc il faut... Merci. Ok. Merci pour la question et surtout pour l'initiative d'avoir organisé ce panel-là. Donc, je dirais bravo à Andé qui a quand même permis qu'on se retrouve tous autour de la table et qu'on discute de ces questions qui sont importantes pour le développement de nos structures, mais aussi de nos différents écosystèmes entrepreneuriaux. Voilà.
Donc, pour répondre à ta question très concrètement, moi, je pense que nous, on a commencé en 2015. En 2015, c'était quand même inimaginable de dire qu'on va financer un entrepreneur, ne serait-ce qu'avec du seed ou quel que soit le type de fonds, ou même de la subvention. C'était hyper difficile. Donc, je pense que pour nous, la valeur ajoutée d'abord qu'on apporte à l'entrepreneur, c'est surtout ces réseaux-là. C'est l'accès à un réseau où il peut avoir accès à des mentors, à du financement, mais aussi ce qui a changé la donne pour nous le plus, c'est le fait de travailler avec ADA en 2018, vu que c'est une institution qui est dans la microfinance. Donc, tout de suite, on a commencé à aborder les questions de fonds. Donc, ce sont les questions de financement, comment financer les entreprises qu'on accompagne pour que l'accompagnement ne puisse pas s'arrêter en cours de route. Donc, au niveau local aussi, c'est compliqué parce que, comme vous le savez, le financement classique, c'est celui des banques et ce n'est pas évident. Les startups qu'on a ou les entreprises qu'on a n'intéressent pas forcément ces banques-là. Donc, du coup, c'est difficile pour nous de pouvoir espérer accéder à un financement au niveau de ces banques-là. Donc, en 2019, on a commencé à discuter du mécanisme Yes Funding avec ADA. Donc, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est une initiative quand même qui a abouti parce qu'on est dans la phase test. Et cette phase nous permettra de savoir, de tester notre modèle, mais aussi de le faire passer à l'échelle. Donc, en dehors de ces mécanismes-là, après, c'est des subventions qui sont données par-ci, par-là, qui ne sont pas forcément durables et qui ne développent pas forcément une entreprise, parce qu'une entreprise, elle doit générer de la valeur, soit en prêtant de l'argent, soit en ouvrant son capital. Voilà, donc je pense que la subvention n'est pas forcément un modèle sur lequel on peut espérer développer les entreprises qu'on accompagne. D'accord, merci Tidiane. Peut-être pour une plus grande précision à nos participants, c'est que le fonds qui est mis en place avec Denis Lab permet aux entrepreneurs qui ont en moyenne 2 ans d'existence de pouvoir accéder à un capital à long terme et avec un remboursement qui est basé sur leur chiffre d'affaires. Je pense que plus tard, on aura une séance où on pourra peut-être expliquer en détail ce mécanisme-là. Et alors, je me tourne vers Rudolf. Alors, vous avez travaillé avec les entrepreneurs ou en tout cas dans les écosystèmes en Afrique. Et avec votre expérience, comment pensez-vous que l'accès à l'investissement pour les entreprises qui démarrent surtout dans cette phase de croissance peut mieux se structurer? Je sais que vous prenez pour qu'il y ait plus de participation des investisseurs, on va dire non classiques, des investisseurs un peu avec l'argent public. Comment pensez-vous que cela serait articulé? Bon, merci Dominique. Pour commencer, je dois dire que notre intervention dans ce domaine-là est tout à fait fortuite. Le Millennium Challenge Corporation voulait financer un nouveau projet en Côte d'Ivoire et de façon à assurer la durabilité, nous avons pensé à financer une entreprise, de préférence à financer un projet qui généralement prend fin à la fin des financements. Donc, nous avons identifié une petite entreprise, nous avons identifié des locaux, des Ivoiriens, qui se sont mis en entreprise et nous les avons financés sur une période de 2 ans et demi. Et ce que nous avons constaté à la fin de cette période de financement, c'est que malgré qu'ils avaient un service, ils avaient une structure, il leur était difficile de trouver du financement pour continuer le projet. Et malgré qu'ils étaient déjà revenus positifs. Donc, cela nous a fait faire plus de recherches sur les informations de financement. Comment les petites firmes, petites firmes en croissance, comment ils peuvent assurer leur financement. Et c'est ici que nous avons remarqué qu'il y a un vraiment très large manque à gagner pour les firmes pour trouver des financements dans ce domaine-là, surtout quand il s'agit de croissance. Donc, dans ce sens-là, nous avons également essayé de réfléchir à quelles sont les sources des problèmes et quelles sont les solutions à apporter.
Et l'une des problèmes que nous avons identifiés, c'est que les solutions qui sont généralement proposées pour financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises en croissance particulièrement, c'est les solutions qui sont adaptées de l'Occident. C'est les solutions qui sont apportées en paquet et qu'on essaie de structurer dans le domaine des économies en développement. Et malheureusement, dans ces économies-là, les économies en développement, il y a beaucoup plus de complexité parce que nous parlons de firmes de taille entre 10, 11 et 250 personnes et qui ont besoin de financements entre 20 000 et 2 millions. C'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité. Et à cause de cette diversité, il est difficile de trouver un produit qui est adapté pour supporter cet environnement. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en ce sens-là pour essayer de comprendre cet environnement et une idée qui remonte rapidement, c'est qu'il faut une segmentation très structurée de cet environnement pour pouvoir servir les différents segments de ce marché. Sinon, si les investisseurs traditionnels, les banques, et quand ils approchent ce marché, ils ont des produits bien spécifiques qui ont servi à des sujets ou à des entreprises spécifiques. Mais quand on regarde la diversité qu'il y a dans ce marché, il faut une plus grande segmentation et une plus grande compréhension des différents éléments de ces segments. Par exemple, une entreprise qui est une entreprise en croissance peut être une entreprise dans un marché niche. C'est-à-dire que cette entreprise a des besoins de financement différents d'une entreprise qui est en forte croissance. Et une entreprise de subsistance qui est une entreprise qui engage une dizaine, une quinzaine de personnes a des besoins différents d'une entreprise qui est une entreprise stable, qui fonctionne, une entreprise familiale, par exemple, qui fonctionne depuis 2-3 générations. Donc, les outils financiers qui sont proposés étant les mêmes, ils ne peuvent pas servir tous ces marchés de façon adéquate. Donc, c'est pour ça que nous pensons que les investisseurs non traditionnels, les investisseurs qui amènent des finances publiques, peuvent aider à balancer le profil risque-revenu. Parce que eux, ils peuvent fournir des garanties sur lesquelles peuvent se reposer les investisseurs traditionnels pour avancer des financements. Parce que quand on regarde l'environnement, l'idée des investisseurs, c'est de faire des profits. Et tu ne vas pas investir tes fonds dans une entreprise si le profil de risque-revenu n'est pas adéquat. Et dans la majorité des cas, une compréhension inadéquate de l'environnement fait que le profil de risque-revenu n'est pas tout à fait compris. Dans ce sens-là, les investisseurs traditionnels ne s'investissent pas, ils ne veulent pas entrer dans une telle équation. Mais s'ils ont des garanties que leurs investissements sont supportés par une entité qui a une plus grande tolérance de risque, là, ils peuvent s'intéresser à ce marché qui est très lucratif parce que nous parlons de près de 10 milliards de besoins en termes de financement pour les entreprises en croissance. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut une approche qui est différente de ce que nous faisons typiquement. Donc, il faut regarder les fonds publics également. Merci. Merci Rudolf, je pense que c'est clair et j'espère bien qu'on pourra continuer aussi cette discussion avec ces bailleurs-là, ces investisseurs non traditionnels. Avant de pouvoir continuer la discussion avec le panel, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, peut-être des questions qui peuvent être mises soit dans le chat, soit posées directement? Je pense que on est preneur. Sinon, s'il n'y a pas de questions, donc on attend si jamais ça vient, donc on pourra le prendre. Je reviens alors vers… Pardon? Dominique, peut-être une petite question. Oui. D'abord, merci pour cet exposé, cette
cette discussion fort intéressante, de voir différentes perspectives par rapport aux besoins de financement et aux solutions de financement proposées dans notre contexte. Aujourd'hui, par rapport il y a un dispositif de financement des PME-PMI qui a été mis en place par la Banque centrale. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce dispositif, mais peut-être qu'il ne, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce dispositif. Vous pouvez donner plus de détails, comme ça tout le monde va être au courant. Je pense que c'est en Afrique de l'Ouest, dans la zone de l'UMOA, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place dans la zone UMOA par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui vise à faciliter l'accès des financements aux PME, PMI. À travers ce dispositif, théoriquement, à travers ce dispositif, il y a des mesures incitatives pour que aujourd'hui, lorsque une banque passe par une structure d'appui et d'encadrement qui est agréée, lorsqu'un entrepreneur passe par une structure d'appui et d'encadrement agréée par la Banque centrale, les banques qui financent ces entreprises, ces entrepreneurs, sont automatiquement refinancés par la Banque centrale. Alors, c'est une mesure incitative, on va dire, pour faciliter le financement des PME, PMI. Je voulais savoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les initiatives publiques, aujourd'hui, c'est un exemple d'une initiative, on va dire, publique qui vise à faciliter le financement des PME, PMI. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait en plus aujourd'hui par les structures publiques aujourd'hui pour soutenir davantage l'accès des financements aux PME, PMI? Je donne l'exemple de ce dispositif-là. Il est là, il est en place. C'est une mesure incitative qui a été mise en place. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Et aujourd'hui, on sait que pour les structures, surtout les banques classiques, financer une PME, PMI, c'est coûteux parce que ça prend du temps à faire toutes les recherches, les due diligence qu'il faut avant de financer. Ce n'est pas très rentable parce que c'est des petits montants de financement qui demandent beaucoup de travail de suivi. Et derrière, alors aujourd'hui, je voulais seulement avoir votre avis, vous en tant que disons, expert dans le domaine, avec une expérience avérée dans le domaine, qu'est-ce qui devrait être fait concrètement? Qu'est-ce qui pourrait être fait davantage par vraiment les gouvernements surtout pour faciliter l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement dont ils ont besoin? Merci Ibrahima. Très bonne question, parce que c'est ça en fait qui sera aussi un peu notre question de conclusion. Mais avant peut-être d'aller vers cette réponse-là, je reviens vers l'entrepreneur, je reviens donc vers Draman et aussi Tidiane, qui sont sur le terrain, qui, je pense, auraient en tout cas intérêt à utiliser ce type de dispositif. Est-ce que Tidiane et Draman, est-ce que vous l'avez utilisé? Quels étaient les défis de pouvoir y accéder avant de pouvoir maintenant proposer peut-être des améliorations? Traoré? Oui. Tu parles de quel dispositif? PME. Oui, il y a le dispositif de financement des PME, PMI qui a été mis en place par la Banque centrale, oui, par la BCEAO. Aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment… Au Mali, on dirait qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus. Moi, je l'ai appris récemment avec une banque. Et voilà, donc, ils avaient déjà sélectionné les prestataires par qui les entrepreneurs devaient passer. Voilà, donc, on a eu l'information un peu en retard, mais aussi pas par voie officielle. Voilà, je pense que ça, c'est le premier déficit, en fait, à combler. Voilà, comment communiquer en fait sur les opportunités pour que le maximum de l'écosystème puisse y avoir accès. Parce qu'après, aujourd'hui, moi, je suis aussi le président de la fêtière des incubateurs du Mali. Donc, c'est pour vous dire qu'aucun incubateur au Mali n'est au courant, en fait.
Voilà. Donc, du coup, soit les incubateurs ne sont pas pris en compte dans les dispositifs, ou les entreprises qu'on accompagne ne les intéressent pas forcément. Ok, très bien, merci. Merci. Alors, ce dispositif vraiment gagnerait à être vulgarisé, mieux compris et par les structures d'appui et d'encadrement au Mali, hein, entre autres. Hein. Exactement. Mais donc, c'est un des points que Tidiane vient de relever, c'est la communication que doit faire en tout cas ce type d'initiative au niveau national, mais aussi passer par quel canal pour pouvoir accéder vraiment soit à des structures d'accompagnement, mais aussi aux entrepreneurs. Parce qu'au finish, c'est l'entrepreneur qui doit pouvoir avoir cette information, c'est de pouvoir l'utiliser et aussi permettre aux banques de mieux financer les institutions. On sait, en tout cas par expérience, que même si on a ce type de dispositif, les banques commerciales restent, on va dire, frileux de pouvoir s'engager. Et je pense qu'un des points quotidiens à relever, c'est comment ou qui va payer cette structure d'accompagnement, puisqu'en fait, ça doit faire partie de toute la discussion qu'on a. Et je sais qu'après, il y aura aussi un panel sur ce type de réflexion qu'on fait. Et je poserai quand même la question à Draman. Est-ce que parmi les initiatives qui sont là, il y a des initiatives qui lui semblent intéressantes, en tout cas à pouvoir aussi continuer à appuyer ou à partager avec tout le public, on va dire. Bon, oui, M. Dominique, merci beaucoup pour la question. Et en revenant, par exemple, sur la question de Ibrahim, M. Ibrahim, le dispositif dont il a dit, moi-même, je viens de l'apprendre tout de suite. Ça veut dire que, comme Tidjane l'a si bien dit, la communication, je crois que c'est un peu le problème. Et comme vous le savez déjà, avec les banques, c'est souvent très compliqué, même s'il y a ces dispositifs qui existent. Souvent, ils ont soit peur des entrepreneurs ou bien des entreprises, ou soit ils n'ont pas vraiment, bon, moi je me dis cela, peut-être ils n'ont pas de personnel qualifié réellement pour analyser les choses jusqu'aux profondeurs. Parce qu'aujourd'hui, les banques sont plus classiques et ils voient directement soit les choses qui sont commerciales. Par exemple, ça c'est au Mali, par exemple, tout dans notre volet qui ont les volets un peu transformation ou industriel. Souvent, ils ont vraiment des nuances, vraiment, ou bien beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Maintenant, en revenant à votre question, et aujourd'hui, par exemple, comme je disais, en 2017, moi, j'ai eu un financement avec le projet FIER, et c'est une initiative du gouvernement, afin de faciliter vraiment l'acquisition des fonds et au niveau des petites entreprises. Et cela m'a permis réellement de changer un peu les choses. Parce que comme j'ai dit, j'ai démarré en 2013. Jusqu'en 2017, je n'ai pas pu avoir vraiment de fonds. C'est jusqu'à cette initiative réellement que j'ai pu avoir un fonds d'environ 4 millions 500 ou 3 millions 500, je veux dire, et qui m'a permis réellement encore d'amorcer certaines choses et à aller en avant. Voilà, donc moi, je pense que cette année, avec l'incubateur Donlab et avec les fonds ADA, je pense que c'est ces initiatives-là qui doivent continuer. Parce que les incubateurs, ils connaissent plus les entreprises et c'est un système qui permet réellement de sélectionner les entreprises et de voir quelles sont les entreprises réellement qui peuvent vraiment bénéficier de ce financement et encore avoir une phase croissance. Et je pense que nous, quand même, à notre niveau, on a eu vraiment cet honneur-là. On a vraiment eu la chance et avec Donlab d'avoir accédé à ces fonds. Et je pense que ça va nous aider beaucoup, beaucoup, parce qu'on avait vraiment besoin de cela. Et on avait vraiment des difficultés à avoir, au niveau des banques, réellement avoir des fonds. Parce que chaque fois, les gros problèmes, ce n'est pas la rentabilité. Les gros problèmes qui se posent, c'est des garanties. Voilà, je pense que tous ces dispositifs, c'est vraiment important et qu'on peut continuer à pérenniser pour vraiment permettre aux entrepreneurs d'avoir des fonds. Voilà. Merci, Draman. J'ai une question par Kassoum. Je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Koulibaly. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Kassoum Koulibaly du Mali. Par rapport au point de la BCEAO, je pense que
il faudrait que nous arrivions à nuancer les choses. C'est-à-dire que le dispositif de la BCAO existe depuis au moins 2019. Voilà. Donc au Mali, je pense que le dispositif a été piloté par le ministère de l'Entrepreneuriat à l'époque, qui était en charge de cette question. La difficulté, c'est que la question n'est pas une question d'information. Il faut connaître que souvent aussi, les acteurs de l'écosystème ne sont pas aussi clairs et transparents et solidaires entre eux-mêmes. Donc, il ne faut pas simplement dire que souvent, c'est les dispositifs nationaux qui ne donnent pas l'information. L'information est disponible, mais certains essaient de capter l'information et la garder pour elle, de faire un cercle fermé. Donc, je pense qu'il y a une grosse tare à notre niveau aussi, nous, en tant qu'acteurs. Souvent, on n'est pas trop solidaires, trop ouverts entre nous. Le dispositif de la BCAO au Mali a fonctionné plus ou moins, mais la difficulté, c'est que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées avaient des ardoises vis-à-vis des banques qui devaient financer le dispositif. Donc finalement, au bout du compte, il n'y a eu qu'une ou deux entreprises qui ont été financées par le dispositif de la BCAO qui existe toujours. Dans le cas de la crise de la COVID-19, le même dispositif a été réactivé, il y a eu des refinancements au niveau des banques, n'est-ce pas, avec l'appui des fonds de garantie du secteur privé. Mais malheureusement, la difficulté reste toujours que les PME elles-mêmes ne sont pas aussi, remplissent pas toutes les conditionnalités pour pouvoir avoir accès à ces informations. Donc la première question, c'est que nous soyons solidaires entre nous, que nous partageons l'information et quand l'information est disponible, que les PME soient quand même aptes à pouvoir donc recueillir les fonds qui sont mis à leur disposition. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Même quand vous prenez les dispositifs nationaux d'appui dans le cadre de la COVID, il y a eu toute une série d'informations vis-à-vis des PME. Les incubateurs ou les accélérateurs qui sont disponibles n'ont pas fait le maximum de relais. Bon, malheureusement, l'argent reste disponible. Nous avons 20 milliards qui ont été mis en termes de fonds de garantie, mais malheureusement, le taux d'exécution, le taux de distribution de ces fonds-là est encore très limité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, puisque je sais qu'il nous reste un peu. S'il te plaît, rebondir sur le propos de Kassoum. D'accord. Très rapidement. Hein. Ouais, Kassoum, il parle là parce qu'il était quand même l'ancien coordinateur de la, je sais pas, la direction, je sais pas, des PME là, du programme de développement des PME, quelque chose comme ça. Mais Kassoum, toi, tu es quand même un acteur d'un incubateur, mais en tant que patron de ce programme, tu n'as jamais appelé les incubateurs pour leur donner aucune information. Donc, si quelqu'un a fait de la rétention d'informations, c'est toi qui l'as fait. Donc, les informations ne peuvent pas relayer, les incubateurs ne peuvent pas relayer une information qu'ils n'ont pas. Donc, tu étais l'un de nous. Et une fois que tu as changé de casquette, mais tu ne nous as jamais appelé pour nous donner une quelconque information. Donc, je pense que la rétention est là à un autre niveau, pas au niveau des incubateurs. Merci. Merci, Tidiane. Donc, je pense que le point... merci. Une seconde, s'il vous plaît. Merci pour ça. Donc, Dominique, si vous pouvez, s'il vous plaît, arriver à la conclusion de cette discussion, parce que vous allez avoir d'opportunités de vous rencontrer, de continuer ces conversations plus tard. Tout à fait. Et en fait, ma conclusion va être en termes de, comment dire, une question que je pose à Rudolf et Tidiane assez rapidement, et quel pourrait être le rôle en fait du réseau Andé, parce qu'aujourd'hui on se retrouve autour de la table avec les membres de Andé. Qu'est-ce qu'on peut maintenant souhaiter que Andé fasse pour peut-être favoriser des partenariats ou des collaborations avec les acteurs étatiques, des gouvernements et avec les structures d'appui, afin de pouvoir faciliter l'investissement des petits entrepreneurs. Rudolf, une minute pour avoir ta réflexion. Oui, bien, merci Dominique. Très rapidement, je pense que l'Andé peut aider à adresser ce problème et le fait déjà à travers une compréhension de l'environnement. Parce que l'un des problèmes les plus difficiles que nous rencontrons, c'est justement de pouvoir faire une étude, une appréciation d'une entreprise pour pouvoir la financer. C'est une activité qui coûte très cher aux banques, qui ne les encourage pas à le faire. L'Andé est en train de faire de supporter ce genre d'activité et je pense que cette activité peut être également supportée par la technologie. Quand nous parlons d'innovation, nous parlons d'innovation technologique pour faciliter et alléger l'appréciation de la situation financière d'une entreprise.
Nous parlons également d'innovation en termes d'approche pour apporter des financements, des supports financiers et non financiers aux entreprises. Également pour penser à des approches différentes pour le financement. Des fois, une petite entreprise qui a besoin de 20 à 30 000 dollars peut ne pas être un investissement intéressant pour une institution financière. Une approche portfolio qui regroupe plusieurs de ces entreprises peut être une approche plus pratique qui est plus attractive pour une organisation financière traditionnelle. Mais pour cela, il faut penser, comme on dit, out of the box. Il faut avoir une approche, une réflexion différente par rapport à la façon de fournir ce support financier et non financier pour aider cette entreprise. Et Andé, à travers les différents labs, nous sommes en train de faire ce genre de réflexion pour pouvoir justement voir comment nous pouvons apporter de l'aide dans ce écosystème-là pour encourager le financement par les investisseurs traditionnels et également encourager des investisseurs non traditionnels, comme le secteur public, à y apporter leur fonds également. D'accord. Merci, Rudolphe. Tidiane, avant que je ne fasse peut-être un point, une conclusion finale, qu'est-ce que tu penses que Andé pourrait apporter à des entrepreneurs comme toi qui accompagnent d'autres entrepreneurs à accéder au financement? Tidiane, je vois qu'il n'est peut-être pas connecté. Ouais, tu me le sois? Oui, c'est bon. Oui. Ouais, je disais, si tu me permets, il y a Evelyne qui a posé une question dans le chat concernant qu'est-ce qu'on apporte concrètement à l'entrepreneur en termes d'accompagnement. Donc, j'aimerais répondre en 30 secondes. En fait, ce qu'on lui apporte, c'est vraiment l'appui dans sa gestion de tous les jours, mais aussi dans sa stratégie commerciale, marketing et aussi l'accès au marché. Donc, on lui ouvre le réseau, on lui trouve de nouveaux marchés et on l'aide à structurer sa boîte. Donc, rapidement, c'est ça. Maintenant, concernant Andé, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est continuer à ce genre d'initiative où des acteurs se retrouvent, échangent les différentes expériences et les bonnes pratiques, mais surtout peut-être donner plus de temps de parole et aussi plus d'opportunités d'interaction. Voilà. Donc, globalement, ce qui peut être fait, je pense, c'est aussi au niveau de chaque État, que les États s'investissent concrètement dans ce genre d'initiatives, qu'on ne laisse pas forcément toutes les initiatives provenir de l'extérieur. Donc, je félicite les Sénégalais pour l'initiative de la DER, qui est quand même une initiative concrète qui finance des entreprises et tout le monde le voit. Voilà. Donc, opérationnaliser aussi les fonds de garantie. Au Mali, tout le monde te dit qu'il y a 20 milliards dans les fonds de garantie, mais personne ne voit les 20 milliards. Voilà. Donc, voilà. Donc, rendre concrète ces choses-là, que tout le monde les voit et que ça ne soit pas uniquement des sous qui sont sur un compte et que personne ne voit, quoi. Voilà. D'accord. Merci, Tidiane. Donc, je note quand même des points assez importants, c'est de pouvoir communiquer toutes les initiatives qui sont là, que ce soit des initiatives des États ou même des acteurs privés, des acteurs publics. En tout cas, au niveau des écosystèmes en Afrique de l'Ouest, je pense que ça, c'est important. Un deuxième point, c'est de pouvoir faire la plaidoirie pour un accompagnement des entrepreneurs, mais aussi l'accompagnement des structures qui appuient ces entrepreneurs. Donc, ça aussi, c'est un point important. Et aussi de pouvoir utiliser des outils digitaux, je pense que Rudolphe en a mentionné. Je sais qu'il y avait aussi d'autres questions qui sont restées en suspens parce qu'on n'avait pas assez de temps pour pouvoir les traiter. J'espère que pour ceux qui restent avec soit le partage d'initiatives ou en tout cas des idées, n'hésitez pas à partager avec nous dans le chat ou même au courant des discussions qui vont suivre pour qu'ensemble on puisse discuter de comment avancer avec nos écosystèmes pour le financement des entrepreneurs. Je vous remercie à tous d'avoir suivi attentivement cette discussion et j'espère qu'on pourra les continuer soit personnellement, individuellement, mais aussi en groupe avec Andé. Merci beaucoup. René, je te passe la parole. Merci.
Merci beaucoup, Dominique. Et je vois aussi qu'il y avait une question de Silla, mais je suis sûr que vous allez avoir d'autres opportunités. Il y a un réseautage rapide qui va prendre lieu. Si vous vous trouvez dans le même endroit, vous allez pouvoir discuter un peu à propos de ça. Mais c'était une discussion très captivante et j'espère qu'on a plus une idée maintenant de comment la meilleure façon d'obtenir des investissements pour démarrer des petites entreprises. Il y a besoin de plus petites quantités de capital afin d'atteindre le niveau et l'expertise nécessaires pour gérer et assimiler efficacement des types d'investissements plus élevés. Maintenant, on va au prochain. Quelqu'un qui va présenter prochainement, mais je vous passe d'abord Awa, ma collègue Awa, pour l'introduction.